Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter une série de vidéos intitulée Ligne directrice pour l'hémophilie applicable à tous, qui constitue une nouvelle ambition de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Il s'agit d'un document exhaustif qui compte environ 160 pages et qui est disponible gratuitement et peut être téléchargé sur le site de la FMH. C'est une initiative menée par le professeur Alok Srivastava et Glenn Pierce. Ce sujet est traité au chapitre 3 où nous décrivons certaines des questions importantes liées au diagnostic de laboratoire, mais aussi au suivi du traitement en relation avec la thérapie de remplacement. Dans cette présentation, je vais discuter de la section des lignes directrices actualisées de la FMH sur l'hémophilie qui traite du diagnostic et du contrôle en laboratoire. Plus important encore, voici les co-auteurs qui ont participé à l'élaboration de ce chapitre particulier. Pour une entreprise de telle ampleur, il faut toujours un travail d'équipe avec un grand nombre de collègues impliqués. Voici donc les collègues qui ont contribué à la rédaction du chapitre sur le diagnostic et le contrôle en laboratoire. Il est important de se rappeler que différents troubles de la coagulation peuvent avoir des symptômes très similaires. Ils se présentent donc de manière similaire, ce qui signifie que nous devons envisager un certain nombre d'options lorsque nous essayons d'obtenir un diagnostic complet et correct. Bien entendu, il est très important de poser le bon diagnostic afin que le patient reçoive le traitement approprié. L'un des aspects critiques, peut-être le plus important pour obtenir un diagnostic correct dans ce domaine, est la connaissance et l'expertise du personnel de notre laboratoire de coagulation. Il est vraiment important de pouvoir compter sur cela. Bien que le personnel doive avoir accès à un équipement approprié, le bon équipement, le bon réactif n'est pas toujours garanti. Nous discuterons un peu plus tard de l'importance d'une assurance qualité adéquate. Il est important de se rappeler que le diagnostic de l'hémophilie repose également sur une bonne compréhension des caractéristiques cliniques. Il est important d'avoir un bon dialogue entre les collègues cliniciens qui s'occupent des patients et les scientifiques de laboratoire qui effectuent les tests. Nous avons vraiment besoin de ces deux éléments ensemble afin d'être sûrs d'un diagnostic approprié. Nous sommes susceptibles d'utiliser des tests de dépistage tels que le temps de prothrombine, le temps de céphaline activée ou TCA, voire des tests de dépistage de la fonction plaquettaire. Il est probable que nous les utilisions lors de l'enquête initiale. Ils ne sont pas suffisants à eux seuls. Nous avons besoin de tests spécifiques pour établir un diagnostic approprié. Et pour cela, nous avons besoin de dosage de facteurs spécifiques et, une fois encore, de réactifs appropriés. Une des recommandations que nous avons formulées dans ce chapitre est qu'il est important de disposer du personnel adéquat, d'un personnel ayant les connaissances et l'expérience appropriées en matière de coagulation, avec un équipement et des réactifs disponibles et des méthodes qui ont été spécifiquement validées pour leurs objectifs spécifiques. Nous tenons à souligner ce point parce que nous espérons que les laboratoires pourront utiliser ces recommandations pour les aider à obtenir un financement approprié afin de fournir ces diagnostics. Cela est vraiment essentiel. Nous disposons d'un manuel de laboratoire contenant tous les détails d'une série d'examens de laboratoire et de méthodes spécifiques. Il a été élaboré au nom de la Fédération mondiale de l'hémophilie et il est disponible une fois de plus en téléchargement gratuit. Vous pouvez le trouver sur le site web sur le côté droit. Il peut être téléchargé dans son intégralité ou par section individuelle. Il est actuellement disponible en 5 langues différentes et ce sont celles que la FMH utilise normalement pour ses documents.
La qualité de nos résultats de coagulation en laboratoire dépend absolument d'un échantillon de sang de bonne qualité. Nous avons quelques recommandations décrites ici sur le type d'échantillon sanguin à utiliser. Nous avons besoin des tubes de citrate anticoagulant appropriés avec une gamme spécifique de concentration, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Ceux-ci doivent être manipulés de manière appropriée pendant leur traitement. En particulier, il est important de maintenir ces échantillons à température ambiante, entre 18 et 25 degrés. Les échantillons ne doivent pas être réfrigérés. La réfrigération peut entraîner une perte du facteur 8 et une perte du facteur von Willebrand. Donc il faut éviter cela. Il faut les garder à température ambiante. Il y a des conditions de centrifugation spécifiques qui sont décrites ici. Il est crucial que nous réalisions toutes les investigations dans un intervalle restreint entre le prélèvement de l'échantillon et le test. Dans plusieurs cas, au cours des 8 heures suivant le prélèvement de l'échantillon, mais dans la plupart de nos tests, il s'agit d'une période de 4 heures pour l'évaluation du facteur 8 et aussi de la fonction plaquettaire. Si nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces tests dans ce délai, il est alors acceptable de conserver les échantillons surgelés. Mais si nous faisons cela, nous devons utiliser des conditions appropriées. Cela signifie moins 35 degrés au minimum. Nous devons éviter d'utiliser des congélateurs à moins 20 degrés. Ils sont moins chers, mais ils peuvent poser des problèmes. J'ai déjà mentionné que nous commencerions l'évaluation par des tests de dépistage comme le temps de prothrombine et le TCA. Mais il existe de nombreuses versions différentes de ces méthodes. 20 à 30 réactifs différents peuvent être utilisés provenant de différents fabricants et ils ne sont pas tous identiques et ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Nous devons être conscients des limites et des sensibilités des réactifs auxquels nous avons accès et nous pouvons obtenir des informations à ce sujet à partir des résultats d'essais d'aptitude, de programmes d'assurance de qualité, etc. Par exemple, le programme de la FMH dont nous parlerons un peu plus tard. Nous devons également garder à l'esprit que les tests de dépistage ont certaines limites et ce que la FMH recommande ici sur cette diapositive, c'est de rappeler que nous ne pouvons pas utiliser un TCA normal pour exclure la présence d'une hémophilie A ou d'une hémophilie B légère. Dans certains cas, d'hémophilie A ou d'hémophilie B légère, le TCA se situe dans l'intervalle de référence normal. Cela est particulièrement probable pour le facteur 9, hémophilie B, lorsque le taux de ce facteur est de 25, 30 ou 40 UI par décilitre. Ces niveaux peuvent être associés à un TCA normal. Nous devons garder cela à l'esprit dans notre interprétation. Il est également vrai qu'il existe des défauts moléculaires particuliers conduisant à une hémophilie A légère qui donne des résultats différents selon le type de test spécifique. C'est la raison pour laquelle la FMH recommande, lors de l'examen initial des patients pour lesquels il existe une suspicion clinique d'hémophilie A, d'utiliser non pas l'un ou l'autre de ces deux types de tests, mais les deux. Le dosage en un temps du facteur 8 et le dosage chromogénique du facteur 8C. En effet, il existe des cas où le facteur 8 en un temps est totalement normal malgré la présence d'une hémophilie génétiquement confirmée. Les symptômes hémorragiques correspondant à une hémophilie légère, mais le résultat du test en un temps est normal. Ces patients ont une activité réduite lorsque le facteur 8 est déterminé par un dosage chromogénique. Ils ne sont donc détectés que par ce dernier test. L'inverse peut également se produire, mais c'est beaucoup moins fréquent. Environ 5 ou 10% des patients atteints d'hémophilie A légère au Royaume-Uni ont un facteur 8 normal en un temps et la détection dépend entièrement du test chromogénique. Le cas inverse est beaucoup moins fréquent, mais nous devons faire les deux tests. Nous aborderons maintenant la surveillance du traitement de remplacement. Je pense qu'il est important de pouvoir surveiller avec succès le traitement de remplacement. Le facteur 8 pour l'hémophilie A et le facteur 9 pour l'hémophilie B.
Cela nous permet, je pense, d'utiliser au mieux dans certains contextes ce qui peut être une ressource importante et limitée. Nous devons donc garder à l'esprit qu'un certain nombre d'études publiées décrivent des différences importantes entre les résultats obtenus avec différents types de dosage du facteur 8 pour le remplacement de l'hémophilie A ou du facteur 9 pour le remplacement de l'hémophilie B. Ainsi, les échantillons contenant du facteur de coagulation peuvent-ils être utilisés pour le remplacement de l'hémophilie A ou du facteur 9? C'est le cas des échantillons contenant des concentrés de facteurs de coagulation, en particulier lorsque ceux-ci ont été modifiés pour prolonger la demi-vie, donc EHL, ou facteur 8 à demi-vie prolongée, facteur 9 à demi-vie prolongée. Ceux-ci sont particulièrement associés à des différences importantes entre les résultats obtenus avec différents tests. Pouvons-nous tolérer une différence de résultats entre différents tests? De petites différences sont acceptables, mais il n'y a pas de consensus clair sur le degré d'écart suffisamment important pour modifier le traitement d'un patient. Il y a peut-être un consensus dans certaines études qui disent qu'une différence de 25 à 30% est suffisante pour commencer à modifier le traitement du patient. Il s'agit donc d'un écart important. Lorsque deux tests donnent un chiffre différent, comment savoir lequel est le correct et lequel utiliser? Eh bien, je pense que dans ce cas, l'information importante provient du concentré lui-même, de la puissance indiquée sur l'étiquette, car les essais cliniques établissent la dose correcte en unités. Ces essais cliniques utilisent les unités de l'étiquette du flacon, de l'étiquette de la puissance. Au laboratoire, nous voulons donc un test qui donne le même chiffre et qui corresponde à la puissance, ce qui devient le résultat le plus important. Il est en corrélation avec l'efficacité clinique du matériau. Comme il existe des différences entre les résultats obtenus avec différents tests, il est important que nous choisissions soigneusement un test de laboratoire. Il s'agit d'une recommandation générale ici en relation avec la surveillance post-infusion du facteur 8 ou du facteur 9. Au laboratoire, nous devons utiliser un test qui a été spécifiquement validé pour être utilisé avec ce concentré spécifique. Nous avons besoin d'informations spécifiques du médicament et du concentré. Ce test peut être utilisé et il a été validé dans ce but. Je pense que c'est très important pour les raisons que nous allons aborder dans un certain nombre des diapositives suivantes. En commençant par la surveillance de la thérapie de remplacement du facteur 8, nous avons un certain nombre de recommandations dans les directives traitant d'un certain nombre de produits individuels différents, en particulier ceux qui ont été modifiés afin d'étendre la demi-vie. Cela peut conduire à des différences possibles entre les résultats des différents tests. Cette diapositive contient donc une recommandation concernant la surveillance des Locta R et Loctate R, dont les noms commerciaux diffèrent selon les régions. En fait, au moment de cette discussion, nous n'avons pas, à ma connaissance, de preuve de l'existence de tests inefficaces. Cela signifie que nous pouvons utiliser notre test de routine en un temps ou chromogénique pour contrôler ce produit et bien sûr, cela est vraiment très pratique. Ce n'est pas le cas pour tous les produits dont nous disposons. Si l'on examine tour à tour chacun des autres concentrés de facteur 8 modifiés, cette diapositive concerne le N8GP, dont le nom commercial est Esperoct. Vous pouvez également voir ici la dénomination commune internationale de l'OMS, qui à mon avis est un peu
longue. Et je pense que c'est la raison pour laquelle certains d'entre nous, ou la plupart, utilisent la dénomination commune. Parfois, il est pratique de se rappeler de ces noms. Donc, cette diapositive concerne Esperoct et N8GP. Et les données publiées jusqu'à présent indiquent que nous pouvons utiliser différents types de dosage chromogénique du facteur 8. Certaines versions du dosage en une étape ou en un temps basées sur le TCA sont adéquates, d'autres ne le sont pas. Donc les tests chromogéniques sont adéquats. Quant aux tests en un temps, certains sont adéquats et d'autres non. En gras, dans la partie supérieure de la diapositive, vous pouvez voir certains réactifs identifiés par leur nom. Ils ont été étudiés dans des publications et se sont avérés appropriés. On peut donc envisager de les utiliser. Mais dans la remarque en bas, vous pouvez également voir d'autres réactifs qui ont été vérifiés, étudiés et dans lesquels il y a des différences significatives. Dans ce cas, des sous-estimations significatives de la véritable activité du facteur 8. Par conséquent, ces tests ne doivent pas être utilisés pour ce produit particulier. Un autre type de facteur 8 de demi-vie prolongée, également avec une prolongation de la demi-vie par pégylation, comme dans le cas d'Esperoct, mais avec une méthode de pégylation différente pour ce produit JVR montré sur cette diapositive. Cela signifie qu'il existe des relations différentes lorsque nous examinons les résultats obtenus par différents tests. Encore une fois, les tests de facteurs chromogéniques qui ont été étudiés et publiés peuvent tous être utilisés. Une fois de plus, en ce qui concerne les tests en un temps avec ou basés sur le TCA, certains réactifs sont acceptables et d'autres ne le sont pas. Et en gras, dans la partie supérieure, se trouvent ceux qui ont été considérés comme acceptables. Dans la remarque, il y a certains réactifs qui surestiment considérablement l'activité réelle. Vous pouvez en voir quelques-uns mentionnés. Il y en a d'autres qui sous-estiment de manière significative l'activité réelle et bien sûr, nous ne voulons pas de ces deux situations. Je considère que la surestimation est un problème particulier car nous risquons la possibilité d'une fausse réassurance. Nous pensons qu'il y a peut-être plus de médicaments présents qu'il y en a vraiment. Cela pourrait donner une fausse assurance en ce qui concerne un éventuel traitement supplémentaire, etc. Je pense que nous devons vraiment éviter la surestimation à tout prix. Un troisième type de facteur 8 modifié, où l'extension de la demi-vie est une conséquence de la pégylation, est présenté ici, Adinovat et Adinovi, qui ont des noms commerciaux différents dans différentes régions. Je pense qu'il y a de nombreuses publications et à ce jour, à ma connaissance, aucune des données n'indique que les versions du test en un temps ne soient pas efficaces. Il semble probable que les tests en un temps ou tous ceux qui ont été étudiés sont adéquats pour la surveillance de ce produit particulier. Mais il y a des conclusions contradictoires dans différentes publications en ce qui concerne les tests chromogéniques pour ce produit. Une étude de terrain portant sur les tests chromogéniques dans un certain nombre de pays différents a conclu que ces tests pouvaient être utilisés et qu'ils permettaient de récupérer des niveaux appropriés. En revanche, une étude de moindre envergure, je crois qu'il s'agissait d'une étude suisse portant sur 5 ou 6 laboratoires, a abouti à une conclusion différente, identifiant certains problèmes potentiels liés aux tests chromogéniques. Ces contradictions représentent la raison pour laquelle, dans le présent document, la FMH recommande davantage de données de laboratoire pour pouvoir émettre des recommandations. Un autre facteur 8 modifié, pas nécessairement avec une extension de la demi-vie, mais qui a été construit sous la forme d'une molécule de facteur 8 recombinant à chaîne unique. Là encore, certaines données confirment qu'il peut y avoir des différences importantes entre les résultats obtenus avec différents tests. Une fois de plus, la recommandation est d'utiliser différents tests de facteurs chromogéniques.
Nous avons obtenu un résultat cohérent pour l'ensemble de ces protéines étendues et modifiées pour le facteur 8 chromogénique qui convient à tous ces différents produits. Certaines versions du test en un temps ne sont pas adéquates pour certains de ces produits, donc nous pouvons toujours utiliser le test chromogénique. Il peut être pratique d'emprunter cette voie. Le résumé des caractéristiques d'un produit particulier, AFSTILA, indique que les tests en un temps sous-estiment l'activité réelle du facteur 8 et soulèvent la possibilité que le test soit effectué par une technique en un temps et que le résultat soit ensuite multiplié par un facteur 2. Mon opinion personnelle est que cela est un peu difficile parce qu'il est très difficile de faire des calculs et il y a le risque d'erreur de transcription lors de l'évaluation des résultats. Je pense donc que cette approche n'est pas dépourvue de risques. Nous allons aborder maintenant le problème du contrôle du traitement de remplacement du facteur 9. Encore une fois, les lignes directrices contiennent un certain nombre de recommandations spécifiques aux médicaments et aux produits. Celles-ci concernent le facteur 9 recombinant FC, dont le nom commercial est Alprolix. Tout comme pour le facteur 8, pour le facteur 9, il existe des tests chromogéniques et des tests en un temps. Nous disposons d'au moins 3 tests chromogéniques pour le facteur 9. Il y a des données publiées sur au moins 2 d'entre eux et sur un certain nombre de versions différentes du test en un temps basées sur le TCA. Encore une fois, nous avons publié des preuves indiquant que certains tests ne sont pas adéquats pour certains produits. En ce qui concerne l'Alprolix, les tests chromogéniques du facteur 9 étudiés aujourd'hui sont appropriés et peuvent être utilisés. Certains tests en un temps et certains des réactifs du TCA dans les tests en un temps peuvent être utilisés comme indiqué en gras dans la partie supérieure. Mais il y en a certains pour lesquels les preuves publiées confirment une sous-estimation significative du véritable niveau du facteur 9 et la remarque comprend quelques réactifs qui ne devraient pas être utilisés pour cette raison. Passons à une autre version d'un facteur 9 modifié dont le nom commercial est Idelvion, le facteur 9 recombinant FP. Encore une fois, nous avons des preuves publiées dans ce cas. Il y a des tests en un temps qui ont été validés et qui peuvent être utilisés. Et certains d'entre eux sont indiqués en caractères gras dans la recommandation. Ce que nous avons vu dans la bibliographie relative à ce produit, c'est qu'au moins 2 tests chromogéniques du facteur 9 montrent une surestimation significative. Et nous voyons également une surestimation avec au moins une version du test en un temps. Vous pouvez voir le réactif dans la remarque et une fois encore, certaines méthodes sont adéquates, d'autres non. Nous devons tenir compte de cela. Un troisième type de facteur 9 modifié avec une extension de la demi-vie, le N9GP, dont le nom commercial est Refixia et Rebinine selon la région. Il s'agit d'un facteur 9 dont la demi-vie est prolongée par pégylation. Il peut être surveillé avec succès par un test chromogénique comme mentionné dans cette recommandation et il y a une série de tests en un temps basés sur le TCA qui se sont avérés appropriés et dont les réactifs sont mentionnés dans la recommandation. La plupart des tests en un temps ne sont pas adéquats pour le contrôle de ce produit. Certains donnent une surestimation, d'autres une sous-estimation. Il faut donc, là encore, choisir soigneusement le test. Passons maintenant au traitement non substitutif. Un développement très important a été l'arrivée de l'hémicizumab, un anticorps bispécifique conçu et construit avec soin. Il s'agit d'un anticorps qui se lie à la protéine humaine 9,9A, facteur 9A, et en outre à la protéine humaine 10/10A, facteur 10A.
Il est très spécifique des protéines humaines. Bien sûr, chez un patient, le facteur 9A et le facteur 10A sont humains, mais dans nos réactifs de laboratoire, nous utilisons parfois des protéines bovines, ce qui est pertinent pour ce médicament. Nous reviendrons sur ce point. Le médicament lui-même reconnaît les protéines humaines. Il s'agit d'un mimétique du facteur 8 qui remplit certaines des fonctions et fournit une partie de l'hémostase que le facteur 8 promeut. Étant donné qu'il imite le facteur 8 dans de nombreux tests de laboratoire, il y a un certain nombre de changements dans les résultats de nos tests de laboratoire. Le TCA, quel que soit le réactif que nous utilisons et quel que soit le patient, une fois sous imicizumab, est rapidement réduit et son taux est dans la limite inférieure de la normale de la gamme de référence ou souvent en dessous de cette valeur. C'est le cas pour tous les réactifs qui ont été étudiés. Donc, nous voyons qu'un TCA normal, comme je l'ai mentionné, il est très spécifique du facteur 9A, facteur 10 humain, et non des protéines bovines. Lorsque nous pensons au test chromogénique du facteur 8 en laboratoire, et je mentionnerai dans un instant certaines situations où nous devons le faire, nous devons alors faire attention à la source du facteur 9A et particulièrement à la source du facteur 10. Si le facteur 10 de notre kit de facteurs chromogènes est humain, alors l'hémicizumab s'y fixera et interférera et influencera les résultats. En revanche, si nous utilisons un kit de facteurs chromogéniques dans lequel le facteur 10 est bovin, celui-ci n'est pas reconnu par l'hémicizumab. Il n'y a pas d'interférence. Nous avons la possibilité de mesurer la concentration d'hémicizumab chez les patients qui sont sous traitement. Ce n'est peut-être pas régulièrement nécessaire, mais il y aura probablement des situations où il faudra le faire. Si nous devons le faire et si nous pouvons le faire, en utilisant une version modifiée de notre test de facteur 8 en un temps, cela nécessite une dilution supplémentaire de l'échantillon de test. Nous devons effectuer la calibration en utilisant des calibrateurs hémicizumab spécifiques au médicament, ce qui est mentionné dans le chapitre sur le diagnostic. Nous avons donc quelques recommandations concernant l'hémicizumab. Si nous avons besoin de confirmer pour une raison liée par exemple à l'observance thérapeutique que l'hémicizumab est présent à la concentration attendue, la recommandation de la FMH dans ce chapitre est d'utiliser ce test en un temps modifié avec des calibrateurs spécialement réglés pour l'hémicizumab. L'utilisation de ces calibrateurs n'a pas été approuvée dans toutes les régions. Nous espérons que cela pourra se faire à l'avenir, mais à présent, leur utilisation n'est approuvée que dans quelques pays. Dans certaines situations, un patient traité à l'hémicizumab recevra en plus un facteur de remplacement. L'hémicizumab a une demi-vie de 30 à 32 jours. Il reste donc dans la circulation pendant longtemps. Mais si nous avons un patient qui a un saignement traumatique, par exemple à cause d'un accident de la route, ou si un patient doit subir une intervention chirurgicale, il est nécessaire d'administrer du facteur 8 en plus de l'hémicizumab. Bien sûr, si nous faisons cela, il est recommandable de vérifier que le traitement par le facteur 8 a fonctionné et que les niveaux de facteur 8 sont les niveaux attendus. Nous pouvons le faire avec un test chromogénique de facteur 8 à condition que le facteur 10 dans les réactifs soit bovin. Rappelez-vous que l'hémicizumab interférera avec ce test et que seul le facteur 8 sera détecté. Nous pouvons mesurer avec précision le facteur 8 malgré la présence de l'hémicizumab. Si nous choisissons le test chromogénique, le facteur 10 doit donc être bovin. Bien sûr, beaucoup des premiers patients qui ont reçu un traitement par hémicizumab étaient des patients porteurs d'inhibiteurs du facteur 8.
Nous avons des exigences dans un certain nombre de contextes et nous avons des recommandations ailleurs dans les lignes directrices de la FMEH dont nous discutons actuellement pour effectuer des contrôles réguliers du niveau d'inhibiteur du facteur 8 chez les patients avec des inhibiteurs. Donc, s'il s'agit d'un patient sous hémicizumab, nous devons faire attention à notre méthode de laboratoire. Si nous devons mesurer le facteur 8 résiduel dans le cadre d'un dosage des inhibiteurs de facteurs. Nous en reparlerons dans un instant. Si nous voulons faire cela, alors nous utiliserons le test chromogénique de facteur 8 avec facteur 10 bovin. Il n'y aura pas d'interférence par l'hémicizumab. L'incidence d'anticorps neutralisants anti-hémicizumab chez les patients traités est vraiment très faible. Je ne pense pas que nous pourrons mesurer avec certitude cette incidence, mais elle est extrêmement faible, cela est clair. Cependant, elle n'est pas nulle. Par conséquent, si nous avons un patient dont le profil clinique a changé pendant le traitement à l'hémicizumab, nous pouvons envisager la possibilité que des anticorps se soient développés contre l'hémicizumab. Si c'est le cas, nous pouvons analyser l'imicizumab en utilisant le test en un temps modifié, comme nous l'avons déjà mentionné. Nous allons maintenant nous intéresser au dépistage des inhibiteurs du facteur 8. Nous savons qu'il existe un certain nombre de types différents d'inhibiteurs fonctionnels pathologiques de l'hémostase. Dans de nombreux pays, les inhibiteurs fonctionnels pathologiques de l'hémostase les plus fréquemment rencontrés sont les anticoagulants lupiques. Nous savons que la majorité des inhibiteurs du facteur 8 se développent à la suite d'un traitement de remplacement chez les patients atteints d'hémophilie A et qu'ils présentent généralement un profil caractéristique. Nous pouvons obtenir des informations en effectuant des examens initiaux basés sur le TCA, car il s'agit d'un test rapide, simple et peu coûteux. Dans certains cas, il peut être utile de mélanger l'échantillon du patient avec un mélange de plasma normal, PPN. Si ce mélange présente un TCA intermédiaire entre celui du patient et celui du plasma normal, cela pourrait indiquer la présence d'un inhibiteur du facteur 8. Au mieux, c'est une indication. Nous aurions besoin d'une quantification de l'inhibiteur et nous en parlerons dans les prochaines diapositives. S'il y a une suspicion de lupus anticoagulant, peut-être à partir des antécédents du patient, il y a bien sûr aussi des anticoagulants thérapeutiques qui peuvent être utilisés, par exemple l'héparine. Les anticoagulants oraux directs ou certains autres peuvent parfois interférer. Cela dépend des réactifs. Donc, il peut être utile si on fait un test d'inhibiteur du facteur 8. Une fois de plus, il peut être utile d'utiliser un test chromogénique au lieu d'un test en un temps, car il y a un risque plus faible d'interférence. C'est donc un élément à prendre en compte. J'ai déjà indiqué qu'il existe un certain nombre de situations dans lesquelles il est important de mesurer la concentration pour quantifier l'inhibiteur antifacteur 8. À cette fin, la FMH recommande d'utiliser le test de Nijmegen-Bethesda. Les détails de cette technique sont décrits dans le manuel de laboratoire qui, comme je l'ai déjà mentionné, peut être téléchargé gratuitement sur le site de la FMH. Nous devons toutefois nous rappeler que le test de Bethesda détecte les anticorps neutralisants. La majorité des anticorps antifacteurs sont en effet neutralisants. Des anticorps qui se développent chez les patients atteints d'hémophilie A secondaire au remplacement, la majorité sont neutralisants. Cependant, ils ne sont pas tous neutralisants. Une petite proportion des anticorps antifacteur 8, cliniquement significatifs, ne neutralise pas l'activité dans le test de Bethesda. Ils sont cliniquement significatifs parce qu'ils raccourcissent la demi-vie, peut-être jusqu'à 2 ou 3 heures ou encore moins. Cependant, ils peuvent ne pas être détectés par le test de Bethesda et il faut tenir compte de cette limitation.
C'est le test de l'inhibiteur de Nijmegen-Bethesda. Nous avons besoin d'une source de plasma normale tamponnée. Bien sûr, elle contiendra du facteur 8. Nous le mélangeons avec deux choses. Nous le mélangeons avec du plasma déficient en facteur 8 qui devrait contenir du facteur de von Willebrand. Il y a des preuves que cela peut affecter les résultats. On le mélange donc avec du plasma déficient en facteur 8 et c'est notre mélange de contrôle. De plus, nous mélangeons le même plasma normal tamponné avec un échantillon du patient et nous obtenons ainsi deux mélanges. Si l'échantillon du patient contient un niveau mesurable de facteur 8, nous devrons peut-être le réduire avant de faire ce mélange. J'en parlerai dans la diapositive suivante. Nous avons fait ces deux mélanges, normal et déficient en facteur 8, normal et échantillon du patient. Nous les laissons incuber pendant 2 heures, puis nous vérifions s'il y a une réduction du taux de facteur 8 dans le mélange avec l'échantillon du patient. La réduction est-elle plus importante que celle qui aurait pu avoir lieu dans le contrôle? Si oui, quelle en est la raison? C'est parce que quelque chose l'a détruit, un inhibiteur. C'est le principe du test. J'ai mentionné que nous devons nous assurer que l'échantillon du patient dans ce mélange ne contient pas une quantité significative de facteur 8. S'il s'agit d'un niveau très faible de 1 à 3 UI par décilitre, cela n'aura pas d'impact important sur les résultats. Mais s'il est supérieur à 5 UI par décilitre, il peut affecter les résultats obtenus. C'est pour cette raison que la FMH recommande, avant de procéder au test, avant de faire les mélanges que j'ai mentionnés, de chauffer d'abord l'échantillon dans les conditions spécifiques décrites sur cette diapositive. Ces conditions doivent être soigneusement chronométrées et contrôlées. Ensuite, nous utilisons ce matériel chauffé pour construire les mélanges déjà mentionnés. Pour tous nos tests de laboratoire en hémostase, il est vraiment important que nous ayons la preuve que notre méthode est sous contrôle, qu'elle fournit des résultats reproductibles et des résultats exacts. Nous avons donc besoin d'un certain nombre de composantes de qualité pour assurer ces résultats. L'une de ces composantes est le contrôle interne de la qualité. Il s'agit de tester un matériel de contrôle de qualité interne avec des patients. Nous l'utilisons pour confirmer qu'une méthode, une technique ou une procédure particulière est appliquée de manière cohérente sur une période donnée. Que nous obtenons la même réponse aujourd'hui qu'hier avec la même méthode. Mais bien sûr, il est possible d'obtenir systématiquement une mauvaise réponse, une réponse biaisée ou une réponse inexacte. Nous avons donc besoin d'une deuxième composante. Nous avons besoin d'une évaluation externe de la qualité, parfois aussi appelée test de compétence. Car nous en avons besoin pour déterminer le degré de concordance entre nos résultats locaux, dans mon laboratoire par exemple, et les résultats obtenus sur le même échantillon dans d'autres centres. C'est une manière de confirmer la précision, le fait que nous obtenions la bonne réponse, la même que celle des autres centres. Il est donc très important qu'un laboratoire participe avec succès à un programme d'évaluation externe de la qualité adapté. Bien entendu, le laboratoire doit avoir accès aux réactifs et aux techniques appropriées afin de pouvoir fournir de bons résultats dans le cadre d'un tel programme. C'est pourquoi la Fédération mondiale de l'hémophilie a formulé certaines recommandations dans le chapitre que nous examinons actuellement. Nous recommandons que les laboratoires d'analyse de la coagulation mettent en place des programmes d'assurance qualité appropriés pour toutes les procédures effectuées. Dans le cadre de ce programme, il est fortement recommandé que les laboratoires cliniques participent régulièrement à un programme externe d'évaluation de la qualité. Je suis heureux de rappeler que la Fédération mondiale de l'hémophilie organise un tel programme, le Programme international d'évaluation externe de la qualité ou
IEQAS, et qu'il y a un certain nombre de participants à ce programme qui paient des frais de participation et un nombre restreint de places qui sont disponibles et qui sont parrainées par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Il y a des programmes appropriés qui sont à votre disposition. En conclusion, il y a de nombreuses choses à discuter en ce qui concerne le diagnostic. J'espère que vous aurez l'occasion de lire en détail les recommandations complètes que nous avons élaborées dans les lignes directrices. J'espère également qu'il en ressort clairement que l'un des aspects vraiment importants est le fait d'avoir une collaboration étroite, une discussion et un échange d'idées. Une collaboration étroite entre les scientifiques du laboratoire qui effectuent le test et les collègues cliniciens qui fournissent le service. Il est important que ce dialogue ait lieu afin que le service puisse être correctement adapté aux besoins cliniques. Pour ce faire, le laboratoire doit avoir accès aux bons réactifs en quantité suffisante. Cela n'est pas toujours garanti. Beaucoup d'entre nous rencontrent des difficultés en matière de financement. Il est vraiment important que les laboratoires disposent de réactifs et d'équipements appropriés en quantité suffisante afin de poser les bons diagnostics. Nous pensons que les ressources sont une composante importante de la capacité à fournir un service de laboratoire efficace dans notre région. Ce qui est crucial, ce ne sont pas seulement les équipements ou les réactifs, mais aussi la qualité des résultats dans notre région. Cela dépend en grande partie du personnel de laboratoire, de ses connaissances et de son expertise. Il est important que cela soit présent. Ce sont les personnes qui ont l'expertise nécessaire pour choisir les bonnes méthodes, pour les mettre en œuvre, les valider et pour avoir l'assurance de la qualité afin de garantir que ces méthodes fonctionnent de manière cohérente, exacte, précise et sûre. Je vous remercie de votre attention. Je tiens également à remercier l'Hemophilia Alliance pour son soutien dans l'élaboration de cette présentation.